L'histoire commence avec deux équipes face à une bataille. Avec un sourire, le protagoniste provoque l'équipe adverse, affirmant qu'attaquer leur ville avec seulement 1000 soldats sous-estime beaucoup la force de son pays. Il se tourne vers les partenaires et demande s'ils sont d'accord avec lui. L'équipe rivale le regarde avec ses yeux assoiffés de sang, prêt à l'écraser. Sans trembler, le protagoniste, les yeux brillants avec succès, appelle la foule à révéler la 8e grande entreprise. Tactic Chronicle est un jeu qui utilise la 4e génération de réalité virtuelle, l'une des nombreuses œuvres réalisées avec la méthode de projection sensorielle totale. Bien que ce ne soit pas un genre très populaire car il s'agit d'un RPG de gestion de l'État. Le jeu a attiré l'attention pour représenter un monde fantastique d'une manière incroyable, presque réelle. Il se souvient que la première chose qu'il a vue était une énorme plaine d'herbe à l'endroit où la vue a atteint. Il sentit le vent, l'odeur de la terre, et une excitation lui a pris le dessus. Et limitant ses poings, une adrénaline a pris le contrôle de ses veines. Pris par l'attente, il a couru et a crié pour que la foule court aussi, car l'aventure a commencé. Il était maintenant temps de construire leur nation de rêve. Debout sur le porche, il regarde l'empire qu'il a construit. Son armée salue, montrant le résultat de ses efforts. Après des rebondissements élevés, il est devenu Élien, roi d'Alchimia. La ville est devenue une superpuissance et ferait finalement le parti des 150 ans de la fondation. Tous les PNJ sont non humains, seulement Lely dans lequel il est humain. Il sent une grande fierté en regardant le fruit du travail dans le jeu, mais est toujours défensif. Il ne peut pas déchiffrer ce que les orques complotaient, se méfiant d'une éventuelle attaque pendant la célébration nationale. Ils ont traversé longtemps pour se battre, mais ils ont été interdits avant de causer de graves dommages, lui laissant le sentiment que quelque chose manquait. De retour dans la pièce, Élin s'attend à ce que quelqu'un arrive. La porte s'ouvre et apparaît une belle fille qui avertit poliment que les préparatifs du parti sont prêts et lui demande d'aller sur la plateforme. Il en remercie, lui donne un mot-clé pour déplacer la plateforme et lui demande de suivre. Ces mots-clés sont la façon dont le système permet aux joueurs de parler aux PNJ dans le jeu. Elle suit son commandement et commence à bouger. Revi est l'un des 3 PNJ que Élin a réalisé à Gacha au début du match. Au début, elle était d'une espèce faible. Le second était également un chat démon faible. Et le troisième un elfe rare. Au fil du temps, ces 3 PNJ sont passés du niveau et sont devenus commandants des 3 premières sociétés du pays ainsi que d'autres PNJ, et limaquières. Ensemble, ils commandent les 8 grandes sociétés d'alchimie, avec les plus fortes menant ces unités d'élite. Il est entré en elle et s'est occupé d'eux personnellement, les transformant en commandants en haut de la ligne. Des larmes coulent dans ses yeux, expliquées seulement par la sentimentalité que la fête et cette étape importante ont apporté. Il sourit, réalisant qu'il n'a même pas encore préparé le discours cette année. Même sachant que cela ne changera rien, il doit le faire. Parce que parler est un élément essentiel d'un RPG d'interprétation. Alors qu'Élin est calme, il sent le sol trembler et se large, les yeux choqués par la ville se balançant. La revue coule vers lui et lui demande ce qui se passe. Quand le tremblement passe, un nuage de confusion prend le dessus sur son esprit. Revi demande s'il va bien. Il répond oui et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ensuite, il ordonne au PNJ de suspendre l'événement. En regardant, il est étonné de voir une forêt où il n'avait rien auparavant. En demandant ce qui est arrivé au terrain connu, il se rend compte que le royaume est toujours debout, donc cela exclut l'idée d'une catastrophe naturelle. Magie suspectée qui a changé le terrain et rappelle que les 3e et 4e sociétés se trouvent dans la capitale. Ensuite, envoyé Revi retourner au bureau. Il voit près de la sphère magique et lui ordonne d'accéder à la base la plus proche et au commandant. Mais rien ne fonctionne. Choqué, envoyez la carte. Quand il s'ouvre, il devient encore plus déroutant. La base a disparu et toute la zone à l'extérieur de la capitale est pleine de marques grises, indiquant le territoire illimité. Le choc augmente lorsqu'il se rend compte qu'il devait être un transfert de force, un transfert forcé, pensant qu'il pouvait avoir été envoyé pour explorer toute la carte. Croire à peine. Parce que ces transferts sont rares mais catastrophiques dans le jeu. Il se souvient une fois qu'un capital entier a été transféré, bien qu'il ne connaisse pas les détails. Connaître les développeurs du jeu. Célèbre pour avoir causé le chaos, il semble tout à fait possible. Il saute qu'un magazine terrifié, ce qui le rend confus. Puisqu'elle est un personnage courageux. Il considère que cela peut être une anomalie de la peur réalisant que l'événement peut être très difficile et problématique. S'approchant d'elle, il dit qu'il semble que la capitale ait été transférée à la force et lui demande d'évaluer l'état du royaume, disant qu'il enverra des instructions minimales à chaque commandant. Lui demande de les contacter et de rassembler autant d'informations.
Revide est d'accord et suit l'ordonnance. Et l'un ouvre l'écran et les commandes pour préparer les commandes. Il demande à chaque société de commencer l'événement. S'assurer que tout le monde est mobilisé et prêt pour le défi. Il distribue les tâches. La première entreprise vous soutiendra directement. Le second maintient l'ordre et protège les citoyens. Le troisième s'occupe des blessés et maintient la barrière de la capitale. Le quatrième enquête sur la zone voisine. Le cinquième a vie à endommager les maisons. Les sixième et septième collectent des informations et corrigent les installations. Le huitième surveille le périmètre du ciel et supervise les subordonnés, avec l'ordre clair d'éviter de provoquer d'autres pays. Comprendre la situation et calmer la foule sont des priorités maximales. Après avoir passé les ordres, il est en arrière, pensant que seuls les rapports restent. Il réfléchit à l'audace de marquer un tel événement le jour de la fête de fondation du pays, mais reconnaît que les ingénieurs de jeu sont capables de ces choses. Avec un soupir, promet de se plaindre si l'événement est mauvais. Il considère que même si tout se passe bien, beaucoup de gens se plaindront, puis décide de vérifier avec les autres rois. Mais lors de l'ouverture du système, se rend compte que personne d'autre n'est en ligne, juste lui. Confus, ça fait peur quand quelqu'un frappe dur sur la porte et j'ai couru, demandant la permission d'entrer. Elle rapporte la situation actuelle et il lui demande s'il est sérieux. Elle répond inquiet qu'elle n'ait jamais rien vu de tel et qu'elle soit très compliquée. Il dit que le principal problème est que la capitale est complètement entourée d'une forêt. Selon le rapport de Sixte Corporation, la forêt a un effet illusoire, ce qui rend difficile l'effondrement des choses à l'intérieur de la barrière de la capitale. Élien pense à l'effet illusoire et décide qu'il doit à nouveau enquêter. Suggère d'utiliser le personnel de la 4e corporation, mais Recé avertit qu'ils l'ont fait. Il est confus et décide de créer une équipe d'enquête temporaire avec les elfes de la société. Compte tenu de la stabilité de la Terre, Revie est d'accord et dit qu'il avertira le commandant du 4e. Elle continue avec le rapport de l'octave suivant. Cela a rendu la reconnaissance de l'air. Ils ont constaté que seule la direction nord a une forêt moins dense après avoir regardé le périmètre du ciel. Cela rend encore plus difficile de recueillir des informations à l'intérieur de la barrière. Les yeux d'Elim sont grands dans la confusion. Comment peut-elle être si précise s'il n'avait même pas donné de commandement? Elle explique que les dragons se sont plaints de vouloir voler plus haut ou de reconnaître directement, alors elle les a giflés pour se taire. L'ordre était d'éviter de provoquer d'autres pays, mais les dragons ne comprenaient pas très bien. Elle dit que l'ordre du royaume est bien entretenu, mais lorsqu'elle allait mentionner la faction des ogres, elle est récemment entrée. Le visage d'Elim est pris par la peur. Il interrompt son confus, lui demandant s'il a utilisé un mot-clé spécifique. J'ai revu, maintenant un peu confus. Demandez ce qu'il veut dire avec cela. Il est un aperçu et décrit qu'il parlait à lui-même, mais elle a répondu. Elle s'excuse et demande si ses paroles n'étaient pas des ordres. Il assure le contrôle, disant qu'un PNJ ne peut pas répondre seul sans mots-clés. J'ai revu, me mettre en colère, me demande s'il a dit quelque chose de mal et s'excuse d'avoir interrompu sa pensée. Elim, choqué, lui dit de tenir parce qu'elle doit appeler GM. Lorsque vous essayez de contacter, vous n'obtenez aucune réponse. Peu importe ce que vous faites, essayez de vous calmer, mais cela ne fait que rendre le Revie plus confus. Elle demande s'il va bien, disant qu'il n'avait pas l'air cool. Il s'approche tellement qu'il penche presque les visages. Il émoule son visage et panique encore plus. Dans le jeu, les joueurs peuvent sentir le type de type à 5 sens et la chaleur grâce au système de projection sensorielle totale. Mais tout est artificiel. Maintenant, il sent son souffle. Choqué, il voit ses bras s'étirer et se rend compte qu'il lui touche vraiment le visage. De plus, ses joues deviennent lentement rouges et ont une douce odeur de douce femme. Tout cela peut s'expliquer par 3 possibilités. La première est que le jeu a été mis à jour, l'intelligence artificielle a évolué et que le système sensoriel s'est tellement amélioré qu'il est devenu difficile de se différencier de la réalité. Le second est que cela peut être une blague. Et Réal est une fille vêtue de son personnage, une surprise folle des développeurs. Le troisième est une ambiance commune dans le roman d'Internet, où le protagoniste est jeté dans un manga ou un jeu, une offre de transfert vers un autre monde. Ces possibilités le font paniquer, transpirant froid. Sa réaction laisse la Revie inquiet. Elle suggère qu'il pense qu'il appellera le commandant de la 3e société à temps. Il continue de ne pas l'appeler, insiste sur le fait qu'il va bien. Même inquiet, elle suggère qu'il vérifie, mais il refuse, disant qu'il est génial et qu'elle devrait se concentrer sur la collecte d'informations. Elle accepte à moitié réticent, se souvenant de lui à prendre soin d'elle-même. Il dans le loga de l'urgence, mais l'accès est refusé et rien ne se passe. Il se souvient de l'excitation qu'il ressentait ce matin-là lorsque le match est sorti,
l'attente toujours fraîche. Mais maintenant, tout a changé et le jeu a un nouveau sens, étrange pour lui. Dans Tactique Chronicle, un aspect unique du genre fantastique est que les rois n'ont pas de pouvoir de combat. Leurs compétences physiques sont égales ou même plus petites que celles des humains normaux. Personne ne peut augmenter leur statut et la puissance d'attaque est nulle, c'est-à-dire que seuls les subordonnés sont forts, tandis que les rois sont les plus faibles. Lévi avertit Élie que tous les commandants sont présents et se plient. Élie en les envoie et merci pour la présence. Il commente qu'il n'en a pas vu certains depuis un certain temps. Mais cela avertit déjà qu'il n'a pas le temps de célébrer la réunion et va directement au point. Malgré la fierté de la parole, il pense qu'il doit garder la pose du noble roi. Puis il fait des gestes pour le ballon. Le lion de l'épée du royaume d'Alchimaria, lui demandant d'expliquer les anomalies qui se produisent dans le royaume. Ballon se lève et dit que la sécurité du royaume est intacte. Mais de nombreux citoyens ont été blessés lors de l'incident. Néanmoins, ils sont déjà récupérés et silencieux. Hélin remercie et appelle Alina pour lui faire un rapport. Alina, commandant de l'ordre des Espirito Santo, dit que tous les blessés ont été traités, mais que la route principale au-delà de la barrière de la ville a disparu, remplacée par une forêt dense par un effet illusion. En écoutant, il se rend compte que les PNJ en plus de la Ligue ont également leur propre ego. Altina, commandant de l'ordre des Espirito Santo, une équipe spécialisée dans le rétablissement et le soutien, se démarque. Son personnage a des traces de compassion, de coopération et de dignité, transmettant une ambiance de gentillesse. De la vie des liens, elle est cette présence accueillante d'une sœur aînée idéale. Avec la beauté renforçant cette impression. Altina explique que la forêt a un effet illusoire et, malheureusement, n'a pas réussi à le casser. Élien s'est concentré sur le problème. Il déclare que l'objectif principal est d'étudier rapidement et de collecter des informations dans la zone autour, sans laisser son pays être perçu. Il ordonne à l'extrême soin de ne pas provoquer d'autres pays pour rien. Chaque commandant est d'accord avec un signe de tête. Il encourt un soulagement que personne n'a contesté son plan prudent, mais une question ennuyeuse est de marteler s'il le trouve lâche. Laisser la pensée de côté et tourner pour réviser, demandant si la 4e division, qui est formée par des sorciers d'élite, peut annuler l'illusion de la forêt. Revi, clairement frustré, répond qu'il a reçu le rapport du commandant de la 4e division disant qu'il prendra le temps de déchiffrer en raison de la magie inconnue et du système différent auquel ils sont confrontés. Revi, commandant de la 1re division, a des traces de courage. Elle dirige les forces de la garde, une petite unité d'élite qui aide le roi dans divers domaines, et est un commandant suprême des 8 divisions. Malgré leur posture calme, il a suggéré que s'il pouvait essayer des tactiques de force brute, effaçant toute la forêt ou le remplacer. Élien crie fermement que la force brute n'est pas une option, car cela allait exposer son existence s'il a une menace autour. Il admet qu'il peut être exposé, mais ne veut pas augmenter le risque. Rien à agir sur l'impulsion. Revi, à sa manière qui a toujours décidé, répond qu'il passera le message au commandant et leur demandera de rester calme. Suite à l'ordre des liens, elle avertira qu'il a officiellement interdit les tactiques de force brute. Aileen regarde soigneusement Revi, notant que malgré son apparence calme, son mouvement de queue raconte une autre histoire. Il trouve utile de comprendre son humour et ses éloges. Puis il explique qu'il garde généralement un œil sur les expressions des subordonnés. Dans le jeu, la rébellion peut rouler si le bonheur est trop bas et que la fidélité tombe au-delà d'une limite. Si cela se produit, des monstres puissants sont confrontés à un roi humain faible. Il se force à arrêter d'être paranoïaque et à se concentrer sur ce qui compte, agissant soigneusement pour ne pas provoquer d'autres pays au cours de l'enquête. Il s'adresse à une belle fille et demande s'il peut lui faire confiance, commandant de la 6e division, pour jouer l'enquête. Elle parle respectueuse, l'appelant Seigneur et s'assure que la division donnera tout, comme prévu. Mais elle prévient que si la question est de savoir s'il faut enquêter sur la forêt, c'est un problème. Élien pense avec impatience que la 6e division de Chamélia, formée pendant la guerre froide avec d'autres nations, soit excellente dans la collecte d'informations. Chamélia, à moitié dans la sienne, s'excuse pour l'incompétence que vous pensez avoir. Il explique que les monstres qu'elle commande, qui font partie de la 6e division, n'ont jamais exploré des zones inconnues. Le manque d'expérience lui fait douter qu'ils peuvent terminer la mission avec succès. Il est surpris de réaliser que bien que la 6e division soit une bête en espionnage, explorant de nouveaux territoires échappe à leur expertise. Les compétences sont plus à traiter socialement des nations ennemies, et non pour l'aventure en territoire inexploré. Chamélia dit qu'elle ne refuse pas le service, mais demande s'ils sont les plus appropriés.
Si personne d'autre ne le peut, elle accepte la mission. Élien sourit, reconnaissant que ses doutes sont valables et remerciant la sincérité. Il s'efforce de se calmer et de maintenir une noble posture. Se tournant vers Ballon et Alina, demande s'ils se souviennent de cette enquête dans une zone inexplorée il y a longtemps. Les deux confirment qu'ils se souviennent bien. Leur confiance anime Aileen, qui commence à penser à envoyer un petit groupe d'élite plus susceptible de revenir en toute sécurité pour la première enquête. Décide d'évaluer la situation selon les résultats. Élien donne des ordres. Ballon reste dans le royaume pour maintenir l'ordre, tandis que Leville et Alina enquêtent sur la zone inconnue. Il loue les deux. Pensez que soulager la tension des subordonnés fait partie du travail d'un roi. Cela garantit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, en se rappelant que la seule différence par rapport à la première expédition est que Ballon ne se déroulera pas. Bien qu'ils veuillent passer le courage, Elim devient tendu de voir leur visage inquiet. Ensuite, il envoie la 6e division pour continuer à collecter et gérer les informations dans le royaume et demande à Rêve et Altina de se préparer, marquant la sortie à travers la porte nord en 15 minutes. En regardant leur gars, il se demande s'il disait quelque chose de mal, réalisant qu'il semble plus nerveux qu'auparavant. Se soulève et dit que d'autres peuvent revenir à une routine normale. Il décide qu'il ne sert à rien de s'inquiéter de ce qui s'est déjà passé, vous devez passer à autre chose. Pendant qu'il part, Shamli tourmente un soupir de soulagement, admirant à quel point son seigneur est élégant. Elle dit qu'elle aimerait lui parler davantage s'il n'était pas dans ce problème. Ballon coupe sur place, l'envoyant s'arrêter, ce qui la met en colère. Elle répond qu'elle parle juste de ce qu'elle pense et l'appelle injuste. En disant que 3 ans, elle n'a pas de public avec le seigneur. Ballon répond avec l'arrogance, disant que seuls les commandants avec une forte personnalité peuvent rester dans la capitale. Impliquant que les 3 premiers sont les seuls décents. Chamélia sourit et lui dit d'exagérer, disant que les goûts de Revida Alina sont loin de ce qu'il considère décent, montrant que son jugement est faux à cause de son sexe. Alina rit et demande ce que Chamélia veut dire, l'appelant à expliquer. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien à expliquer. Altina est calme et lui demande poliment de s'agenouiller. Chamélia est choquée, hésite et demande s'il a bien entendu. Altina sourit et répète la demande, avec un ton autoritaire qui rend réticent à s'agenouiller. Avec le calme, Altina lui demande d'expliquer ce qu'elle voulait dire, probablement la même chose pour elle. Chamélia tremble et avoue que vous êtes attiré par les filles. Alina corrige calmement, disant qu'elle préfère les hommes comme la plupart des femmes, mais aime se blottir avec de belles filles. Chamélia est choquée par la réponse, mais insiste sur le fait qu'il est normal de dire ces choses. Alina se rassure qu'il est super normal et se souvient une fois que le roi a plaisanté sur un jeu pour adultes impliquant. Changeant le sujet, Alina réfléchit à la profondeur émotionnelle de l'expression d'une fille sur le point de pleurer. Trouver ce quelque chose de très précieux. Chamélia panique et essaie d'approcher le ballon pour demander du soutien, mais il évite d'entrer dans la conversation. Au lieu de cela, il s'approche de Revie et demande si quelque chose la dérange. Elle revient à la réalité et ressent une agitation au-delà de l'enquête dans la périphérie du royaume. Il mentionne les noms et les Sam, attirant l'attention de chacun. Altina convient qu'elle ressent quelque chose de mal, et Chamélia confirme que ce n'est pas seulement son impression. Elle demande la permission d'envoyer un messager, qui est accordé, et se tourne vers Alina, disant qu'elle a quelque chose à partager et à demander si elle veut entendre. Elle s'arrête et encourage Revie à continuer. Revie, avec remords. Il baisse la tête et dit que lors d'un récent transfert forcé était préoccupé par la sécurité d'Elim Sama et est finalement intervenu sans le faire. Qu'est-ce qui mécompte Elia Sama? Mais elle espère que malgré les défis, il reste un grand roi et le souverain légitime de l'alchimie. Elle se termine en disant qu'ils ont juste besoin de suivre ses ordres. Il ajoute qu'ils le soutiendront dans tout ce qui est possible. Alina sourit chaleureusement, disant qu'elle pense que j'ai travaillé pour m'inquiéter pour Sa Majesté. Revie s'excuse, disant qu'il veut juste être sincère. Alina la rassure, disant de ne pas s'inquiéter, car s'inquiéter pour le roi fait également partie de son travail. Jayen est plein d'inquiétude. Il réfléchit aux efforts pour agir en tant que roi avec ses subordonnés, mais estime qu'essayer d'être accessible et juste ne fonctionne pas comme il l'a prévu. Il reconnaît les erreurs et accepte que parfois les choses ne sortent pas comme il le veut. Il décide de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de réfléchir bien avant d'agir. Il commence à se déplacer rapidement, à aller à la porte nord pour observer et écouter en personne. Il se souvient d'un enseignant dans un séminaire qui parlait de l'importance de l'observation directe. Suivant l'avocat de l'enseignant, il n'a jamais attendu de devenir roi avant l'âge de 20 ans. En arrivant à la porte nord, elle est étonnée de voir une grande armée rassemblée, constatant cet appareil juste pour le départ de 2 commandants.
C'est plus déroutant quand Altina et Revi arrivent en disant qu'ils ont reçu la permission et sont prêts à l'habiller. Leur attitude le laisse sans comprendre les intentions. Revi déclare qu'il vous protégera à tout prix. Avec Alina renforçant l'engagement à le protéger et le royaume. Encore plus déroutant, ils ont de nouveaux vêtements, laissant Alina penser pourquoi il change ses vêtements. Soudain, il se rend compte. Il le porte comme s'il allait diriger l'expédition en personne. Se souvenant de l'ordre d'enquêter auparavant, il comprend que cette fois, il va également ensemble. Le commandement du ballon pour l'armée de préparer et de soulever les épées le confirme. Eliane dirigera personnellement l'expédition. Avec un sourire à moitié forcé, il commande sur la revisiter des zones inexplorées. Mais à l'intérieur, se réfère à faire semblant d'être calme, crie à Revi et Altina partent. Combattre un sentiment étrange qui ne peut pas expliquer. Pensez, n'est-ce pas un peu bizarre pour un roi de diriger une telle expédition en face? Encourager secrètement quelqu'un pour intervenir et le bloquer. Alors que la forêt avance à l'intérieur, il ne peut pas se débarrasser de l'inquiétude. Ils sont là, mais le paysage ne change pas, seulement un arbre partout. En passant à autre chose, soupçonne que l'illusion fait bouger leur perception, ajoutée au terrain confus. Demandez si vous n'avez pas perdu votre cours. Soudain, le ciel s'éclaircit, donnant une vision claire autour. Eliane commente que la forêt semble normale maintenant, et Elina suggère que l'effet de l'illusion s'est affaibli. Il suppose qu'ils ont peut-être atteint la limite où la forêt revient à l'état naturel. Quand ils y réfléchissent, Revi ressent une présence derrière eux et avertit Hélène. En un instant, un énorme loup apparaît devant. Avec 5 mètres de haut. L'intention hostile est claire pour lui. Il pense que c'est le premier rendez-vous avec une telle créature braba. Revi se prépare à attaquer, mais le loup aboiera fort et s'enfuira. Elle explique qu'elle a probablement senti qu'ils ne sont pas des proies faciles. Dans cet esprit, Eliane reconnaît le talent de Recé, les lycanthropes suprêmes commandant Egnanagar. Il comprend que le premier subordonné n'a pas été surpris parmi les grands pour être beaucoup plus fort qu'un loup-trempe. Altina avertit Elim de se déplacer au nord-est de la position. Élimine l'interface tactique et ouvre la carte. Notez que le partage de données semble fonctionner alors qu'Altina a détecté une présence sur la carte. Il voit des points blancs qui représentent des entités inconnues. Il dit au groupe qu'ils sont 2 chiffres, l'un ouvre la voie. Altina confirme qu'ils sont ensemble. Mais ils ne savent pas où ils vont. Hélène perçoit un cri faible de la personne que je lui avais donnée et hurle de toute urgence de courir, disant qu'elle doit les atteindre rapidement. Il court avec la vitesse du vent. Pendant ce temps, une fille chassée par un chien sinistre coule désespérée de se sauver. Eliane est intriguée par le chien et demande s'il est un membre de la famille de lui. L'elfa le note et lui demande s'il est humain, disant qu'il ne s'attendait pas à voir un humain là-bas. Encore plus si près de l'abîme. Hélène, confus par l'abîme, ignore et demande ce que l'elfe entendait avec lui auparavant. Il s'interroge sur la race tachetée. Le LF répond s'il fait ce qu'il ne sait pas, s'il ne sait vraiment pas. Elle explique qu'elle est une demi-floue, un mélange d'elfe avec l'homme, contrairement aux elfes purs adorés par les dieux et les esprits. Cela ajoute que les humains sont une race barbare qui n'a que la force en quantité, les appelant essentiellement la race tachetée. Le milieu ne l'aime pas du tout et insiste sur le fait que tout le monde n'est pas mauvais. Mais l'elfe le coupe sur place, disant que comme un demi-sang n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Eliane, un peu en colère, pense que malgré son apparence noble, le visage du mépris de l'elfe est également assez humain. Quelque chose ne frappe pas. Dans le monde du jeu, les humains sont rares, réservés au roi, pas à un joueur commun comme lui. Le fait que l'elfe ait un visa comme humain n'a aucun sens. Il a l'intention de se calmer. Parce qu'il n'est pas temps d'y penser, vous devez collecter des informations. Demandez à l'elfe pourquoi il la poursuit. Il répond qu'il fait cela juste pour le plaisir et que même après avoir détruit la ville, certains se sont échappés. C'est pourquoi il les utilise comme des poupées de formation pour ses chiens. Hélène est choquée et l'elfe explique que les demi-flashs sont une race polluée et qu'ils ont créé la ville est une pure arrogance. Elle révèle que l'objectif est d'utiliser la ville, mais seulement après avoir exterminé le demi-elfe. Demandez-lui s'il l'a compris. Elle remarque qu'il est arrogant malgré son moins et se demande s'il a tellement de confiance. Il empêche les excuses. Dire qu'il est un voyageur et est là pour la première fois, donc il ne connaît pas bien la situation. L'elfe sourit de manière malveillante et demande s'il admet l'ignorance. Dit que bien qu'il soit un singe. C'est un singe exceptionnel, mais il est trop tard pour s'excuser et qu'il sera puni et mourra pour avoir interféré avec sa chasse. L'elfe se prépare à attaquer et en moitié l'elfe lui demande de s'arrêter et de les laisser seuls. Expliquant qu'ils ont seulement essayé de vivre paisiblement sur le bord de la forêt.
Ils ont été forcés de vivre près de l'abîme et de la forêt et sont toujours attaqués alors qu'ils se battent pour survivre. L'elfe est furieux. Il lui dit de se taire. Ordonnez les chiens les tuent et les attaquent avec un rayon magique. Hélène se met devant et les demande ce qu'elle fait, voulant savoir si elle veut mourir. Le vent est assourdissant et il est écrasé par le bruit. Désolé, vous savez qu'il est trop tard. Soudain, une barrière vient devant eux et absorbe l'attaque. Elina a lancé la barrière et l'elfe envoie les chiens pour l'attaquer. Hélène note que Repé et Altina tenaient la vague avec prudence car elles sont confrontées à des forces inconnues. Attaquer sans comprendre la situation est stupide. La collecte d'informations est essentielle. Alors Altina a caché l'hostilité et le dégoût d'un sourire, et Rivi a réprimé le désir d'attaquer. Ils ont tenu jusqu'à présent, mais tout change lorsqu'ils passent à l'offensive. En un instant, Revage frappe un homme couvert de vignoble. Hélène crie pour qu'elle s'arrête. Il intervient, signalant qu'ils ne veulent pas de conflit, ils ne font que se défendre. L'homme demande des explications et Hélène renforce leur position, l'envoyant. L'homme l'insulte, l'appelant bâtard et se vante d'être la tête des nobles chasseurs de la forêt. L'ennemi se tient ferme, ignore les menaces et lui dit de fuir. L'ennemi pousse l'homme. Mais il se lève avec la haine dans ses yeux et part. La peur s'occupe d'Hélène en réalisant le danger de faire face à un ennemi sans comprendre le contexte. La fille d'Elpha s'approche d'Élie reconnaissante, la remerciant de la sauver à nouveau. Il devient soulagé, heureux qu'elle va bien, mais se rend compte ensuite qu'elle a fini par donner le rôle de Répé à la fille. Peut compromettre leur couverture de voyageurs. Il improvise rapidement, disant que Revi et Elina sont ses gardes du corps. Il sourit un peu gêné, admettant qu'il n'est qu'un aide qui ne sait pas comment se battre. La Flask Girl fait face à la confusion. Ensuite, il tombe en rire, surprenant tout le monde. Elle s'excuse de rire, disant que c'est drôle de le voir agir avec tant de pose à un autre elfe, mais maintenant cela semble inquiet pour quelqu'un comme elle. Elle lui dit de ne pas appeler et qu'elle peut lui parler comment elle a parlé à l'elfe. Présent comme Leia, merci encore de l'avoir sauvé 2 fois. Eliane rassure que ce n'était rien, ils se sont simplement défendus. Elle s'incline profondément, disant que cela ne change pas le fait qu'il l'a sauvée et veut remercier. Il s'excuse également pour une question qui l'a fait sauver. Curieux, Hélène demande ce que Léa répond qu'il veut connaître son nom. Eliane sourit, réalisant que Revi n'est pas satisfait de son intimité avec Aléa. Excusez-vous et explique qu'il n'y avait aucune chance de se présenter auparavant, et dit que c'est appelé Hélène. Lisez les sourires et serre sa main prolongée. Il pose ensuite des questions sur l'elfe qu'ils ont trouvé auparavant. Reed explique qu'il est un elfe du noble Kingdom V, qui a attaqué leur ville. Elle dit que son pays s'appelle d'Ernest VOD. Il s'agit d'une petite ville avec une ville et quelques villages, construits comme refuge pour les demi-flash il y a quelques années. Eliane a surpris des commentaires selon lesquels cela est très récent. Leia répond que la reconnaissance de Alphe-LD a commencé il y a seulement 30 ans. Elle ajoute que la population à moitié des liens n'a augmenté que rapidement au cours des 100 dernières années, mais il était rarement rare de voir l'un d'eux. Elle raconte la guerre d'avertissement avec les humains. Au début, les Eldis de l'armée avaient un avantage par attaque et surprise, mais ont rapidement été dominés par le grand nombre d'humains. Souffrant des défaites humiliantes, se retirant plusieurs fois, les elfes ont été contraints de se réfugier dans la grande forêt. En fin de compte, ils se sont arrêtés et après 5 ans ont conclu un accord d'incendie. Après la guerre, les elfes ont été capturés et utilisés comme esclaves sexuels. Lorsque le cessez-le-feu a roulé, les humains les ont retournés, mais beaucoup étaient enceintes et avaient la moitié de l'elfe. Ces 2 milliers sont devenus les ancêtres de la génération actuelle. Même aujourd'hui, les elfes n'acceptent pas les demi-alais pour la haine pour les humains. Il est encore plus grand contre le demi-elfe. Élien, choqué, demande comment les humains ont réagi. Elle explique que les humains sont généralement similaires, mais ils traitent les demi-alais meilleurs que les elfes. Certains humains essaient de les séquencer, mais tous ne sont pas hostiles et certains sont gentils. Hélène est béant avec cela, car rien de tout cela n'apparaît dans Tactique Chronicle. Il y avait un groupe d'elfes. Mais la guerre mondiale n'est pas enregistrée. Il demande si les elfes essaient d'attaquer les demi-alais, et elle confirme, disant qu'ils voulaient juste vivre en paix. Leur capitale est proche des humains. Ce qui aide à la protection, car les elfes utiliseraient les humains en guerre. La proximité de l'abîme supprime également les attaques. Mais les nobles elfes de la forêt l'ont attaqué sans raison de 3 semaines. Hélène demande à Leia si elle comprend la raison de la révolte. Elle dit non. Il commente que les rebelles veulent restaurer la noblesse de la ville, mais elle doute de leur sincérité.
Eliane suggère que les insurgés veulent étendre le territoire en pensant à une guerre avec les humains. Mais il demande si les elfes ont une chance contre les humains. Reed admet que c'est même possible, mais le trouve très peu probable. Elle soutient que les forces militaires des deux côtés sont probablement similaires à celles il y a 100 ans. Les rebelles ont causé tant de dégâts dans la ville qu'il ne sert plus de base stratégique. De plus, si l'objectif était juste de conquérir le territoire, ils ne poursuivraient pas les résidents qui ont fui. Eliane poursuit, suggérant que l'attaque sans déclaration de guerre formelle indique que la cible royale pourrait avoir été le roi ou quelqu'un avec une autorité équivalente. Elle explique que leur société est matriarcale. Ils ont donc une reine, pas un roi. Récemment, la reine de Dernest VOD et le prince Concerta ont disparu. Même sans être très qualifiée dans Hélène Magic, la reine a eu beaucoup d'influence, unissant les gens et établissant la nation. Reed attend toujours l'espoir que la reine fondatrice est vivante, peut-être piégée par les elfes. Eliane est choquée par cela, réalisant que non seulement la capitale est tombée, mais leur chef a disparu, les laissant dans un sacré inconvénient dans la guerre. Il pense à une stratégie où ceux qui se sont échappés peuvent s'allier avec d'autres factions pour contre-attaquer, mais comprendre que la demi-elfe souffre des préjugés des elfes et des humains. Pas d'allié fiable. Reed lui demande d'attendre un certain temps, et il est d'accord, la laissant continuer. Elle prévient qu'ils arriveront dans le règlement dans environ 10 minutes et suggère que vous allez seul devant pour avertir le personnel, évitant la panique à l'arrivée. Eliane est d'accord, voyant un avantage à ce sujet. Pendant qu'il suit, il l'a aligné sur un cercle magique devant et demande à être alerte. Livance commence à chanter une chanson, signalant son arrivée pour ses compagnons. Il regarde confus, se demandant s'il y a un sort d'invocation inconnu pour lui, malgré ses connaissances. N'oubliez pas la rencontre avec l'elfe auparavant. Il se rend compte que sa compréhension de la magie grandit à chaque nouvelle expérience. Reed continue le chant et invoque un elfe qui semble demander si elle va bien. Et puis remarquez-la. Reed envoie l'elfe pour abaisser l'arc. Identifier Hélène et ses compagnons comme des voyageurs qui l'ont sauvé. L'elfe hésite, disant que les humains et les elfes sont des ennemis, mais Reed insiste, comme supérieur, ordonnant à l'elfe d'être en paix. Hélène regarde surpris. Pensez pourquoi un elfe plus âgé obéit à un plus jeune et traite la lecture avec tant de respect. Elle s'excuse pour le comportement de son partenaire, expliquant qu'ils sont tendus à cause du conflit. Hélène accepte les excuses. Mais cela montre la curiosité de son nom complet. Elle se présente en tant que Lyfring d'Ermterwood, soulignant qu'un peu plus de marche mène à sa terre. En tant que personne et membre de la famille royale, elle les accueille chaleureusement. Pendant qu'ils marchent, il remarque des regards curieux et suspects dirigés vers lui. En arrivant près d'un elfe appuyé contre un arbre, il y a eu une conversation sur le fait d'avoir laissé les nouveaux arrivants entrer dans la colonie. Surpris même d'avoir un humain entre eux. L'elfe le plus ancien explique que Léa Sama a considéré ces individus les sauveurs, bien que les raisons soient obscures. En entrant dans la ville, Léo les présente comme leurs sauveurs et nécessite du respect pour eux. Les résidents murmurent, intrigués par l'apparence d'Hélène, qui se sent comme un animal rare dans un zoo. Hélène regarde Lyre. Réalisant qu'elle est la fille aînée de la reine et que maintenant, avec sa mère et sa prince disparus, elle utilise le soutien des citoyens comme reine intérimaire. A aussi une sœur. Et avec les deux disparus, ce sont les seuls de la famille royale à proximité. C'est étrange Léa d'être seule dans la forêt. Assis dans le salon, il demande si elle est partie pour protéger la reine. Confirme Léa. Expliquant que Noble Forest Elf a capturé son peuple au lieu de tuer. Avec ces informations, elle pense que ses parents sont toujours en vie. Pour les protéger, elle a dirigé une équipe d'élite. Eliane est confuse et demande pourquoi elle était seule si elle avait une équipe. Triste, elle dit que la tentative de sauvetage a échoué. L'ennemi l'a interceptée avant d'atteindre la défense de la ville. L'équipe a été capturée et elle a dû fuir seule. Comme il a l'intention d'en demander plus, l'elfe derrière Léa se met en colère. Criant qu'il demande trop et manque d'éducation avec Léa Sama. Léa envoie Vanley à s'arrêter, mais il continue, disant que cela n'a aucun sens d'Eliane de dire que c'est un voyageur de savoir si peu sur leur situation. Demande s'il est vraiment un voyageur, Léa s'énerve et se déplace pour affronter Vanley. Mais il intervient, reconnaît ses préoccupations. Comprend qu'il soupçonne que les espions de la forêt noble. Elle précise que oui, elle les a accusés de cela. Il trompe qu'ils sont des voyageurs, bien que admettant que leur explication de leur mission est un peu vague. Essayant d'expliquer, Vanley est confus et demande ce qu'il veut dire. Hélène répond qu'il vient de l'abîme, laissant tout le monde béant. Vanley réagit alarmé en lui demandant s'il est subordonné à un démon.
Eliane rit, trouvant drôle d'entendre que les messieurs sont liés à l'abîme. Observant les réactions de Leia et des autres elfes, il déduit que l'abîme mentionné est cette forêt dangereuse, par la façon dont ils réagissent. Raconte comment ils ont été soudainement transportés dans cette étrange forêt tout en explorant un vieux château. Il y a eu 5 jours là-bas, ce qui explique le manque de connaissance de ce qui se passe. Il souligne qu'ils n'étaient pas préparés à cette arrivée soudaine, cherchant à comprendre les elfes. Vanley est surpris, demandant comment il a survécu 5 jours dans la forêt sans nourriture. Sans oublier quoi que ce soit, Eliane fait des gestes pour Lee et Elina, qui montrent des sacs de fournitures, prouvant qu'ils savent comment se retourner dans cet univers étrange. Elina et Lee lancent les sacs pour Vanley, qui regarde choqué tandis que plusieurs choses tombent. Elle demande ce que sont ces choses. Elin explique qu'ils ont trouvé les sacs explorant les ruines. Il avoue qu'il ne comprend pas bien le fonctionnement, mais que les articles peuvent stocker des objets plus grands que la taille physique elle-même, un phénomène qu'il trouve incroyable. Reed est surpris et appelle cela incroyable. Vanley déduit que ces sacs étaient essentiels pour leur survie pendant 5 jours dans la forêt. En fait, Eliane sait que ce sont des sacs magiques, des articles VRPG avancés communs. Mais rares dans leur qualité, capables de stocker bien plus que des sacs ordinaires. Il le voit comme un élément précieux qui aide à détourner les questions sur l'identité en tant que voyageur. Eliane a planifié le déménagement de ce maître, réalisant qu'il se présente uniquement comme les voyageurs soupçonneraient des soupçons. Entrer dans la forêt sans bagages, puis montrer les sacs magiques était un moyen d'impressionner et de retirer les autres détails suspects. Cette stratégie calculée maintient leur crédibilité intacte malgré des révélations choquantes. Tout en réfléchissant à la façon de conjurer les soupçons, une fille entre soudainement dans la salle. Lifa est présentée comme Lilifa, sœur cadette de Leia, qui lui demande de partir parce qu'ils sont au milieu d'une conversation importante avec Elim. Mais Lifa regarde Elim et demande s'il a sauvé sa sœur. Elim répond que c'étaient ses compagnons, Lee et Elina. Qui a combattu, parce qu'il n'est pas fort. Lisée excusée pour la grossièreté de sa sœur, mais Hélène dit qu'il n'a aucun problème et parle directement à Lilifa. Lilifa pose une question inattendue qui laisse Lire en colère. Elle crie à sa sœur pour arrêter de parler idiote et s'approcher d'elle. Mais Lifa se cache derrière Hélène, disant que comme il est humain, il peut lui demander des choses étranges. Elle le serre ensuite dans ses bras par derrière et laisse échapper un étrange commentaire sur son apparence par rapport à ses sœurs. La colère de Reed explose, indiquant clairement que tout le monde a remarqué le climat. Quand ils partent, lisez à nouveau s'excuser pour la manière de votre sœur. Il a enchanté en disant que tout va bien, donc elle ne s'inquiète pas. Liv tient toujours la main continue avec les blagues, soulignant les questions, mais l'ambiance est un peu tendue. Hélène se rend compte qu'elle doit trouver un sujet pour soulager la tension. Ensuite, demandez l'âge de la petite fille, qui lui demande de deviner. Il frappe 13 ans, mais Lifa nie et dit qu'il a 10 ans. Elle commande des choses sur les caractéristiques de la famille, mais Lee s'écrie pour arrêter de parler non-sens. Liv prévient que Vanley vient vers eux. Léa répondra qu'elle ne le croira jamais, mais Lifa insiste pour que vous regardez parce que Vanley arrive vraiment. Lorsque Vanley arrive, Léa demande à Eliane d'attendre un certain temps. Demande de le guider vers le règlement et de ne pas le provoquer. Alors qu'il s'éloignait, Eliane est déçue de vouloir demander beaucoup, mais pense qu'il devrait alors parler à sa sœur. Tout en prenant de l'eau, Lifa pose une question surprenante sur ses plans futurs et l'épousera. La question le surprend alors qu'il s'étouffe avec l'eau et commence à tousser, inquiétant Lifa. Elle demande s'il va bien et il répond oui. Demande ce qu'elle a dit et elle répète qu'il veut avec elle. Les mots laissent Eliane béant. L'idée d'une proposition de mariage d'un humain qu'il connaissait semblait folle. Il ne croit pas qu'elle le trouve belle. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Le faire penser que c'est surréaliste, comme un jeu de rencontre. Il considère toute la situation très fantastique et conclut qu'il doit rêver. Il lui dit d'être heureux, c'est juste un rêve, mais elle dit que ce n'est pas un rêve, c'est réel. Il est en détresse, lui demandant de se calmer, mais elle répond au bien que tout va bien. Et ce qui doit contrôler est lui. Il répond à lui demander de se calmer, car il ne connaît même pas son nom correctement, se demandant pourquoi il propose le mariage de nulle part et de ce qu'il est. Elle insiste sur le fait qu'elle ne plaisante pas et demande son nom. Il répond qu'il est éliminant. Et elle propose à nouveau, disant que cela ressemble à sa mère et qu'il y aura un grand corps. Elle indique qu'avoir un corps n'est pas une raison de se marier, la laissant confuse, qui lui demande s'il n'aime pas les beaux corps. Les questions de Lifa le mettent si mal à l'aise qu'il ne peut même pas regarder ses compagnons.
Elle commente également que s'il préfère un corps différent, alors il peut avoir un problème parce que la sœur a ce type de corps à cause du sang d'elfe le plus pur. Eliane, déjà exaspéré, crie que ce n'est pas le point. Il explique que pour épouser Marie, il aurait besoin de la permission de ses parents et suggère d'en parler après leur retour. L'utilisation de cette tactique de rejet instruite est la seule façon dont il peut gérer la situation. Lilifa continue, révélant que trouver des parents peut être impossible parce qu'ils sont probablement morts. Alors que la sœur croit que ses parents sont en vie, Lilifa connaît la vérité. Les elfes détestent la moitié des lieux et ont peut-être tué sa mère d'abord précisément à cause de son corps. Ces paroles font que Eliane réalise à quel point il était faux. La fille devant lui n'est pas un enfant innocent, mais un membre légitime de la famille royale d'un pays nommé Dermterwood. Il imagine que Lilith a entendu sa conversation et est intervenue pour protéger le voyageur qui a sauvé sa sœur. Elle utilise tout ce qu'elle a, le statut de princesse et la situation dans laquelle elle vit, pour gagner sa sympathie. Eliane ressent une profonde tristesse pour la traiter comme un enfant, mais même avec pitié, elle sait qu'elle ne peut pas aider à cause de ses propres problèmes urgents. Il dit donc qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'il a beaucoup de choses à résoudre, mais il veut aider ce qu'il peut. Lilifa est excitée et demande s'il est sérieux. Confirme-t-il. Dire qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais cela fonctionnera dur. Il lance l'idée d'un doigt promis, Rose promesse, mais elle ne comprend pas très bien, alors il montre comment il le fait et Lilith dit avec confiance qu'ils ont maintenant une promesse. Nous voyons Lee cuisiner des aliments pour les elfes. Les citoyens sont béants, demandant qui elle est et chuchotant qu'elle doit être l'un des voyageurs que Léa Sama a mentionné. Lee jette les ingrédients dans la casserole et allume le feu. Le plat commence à grincer et Lilita appelle son chien et demande s'il est prêt. Revi précise qu'elle n'est certainement pas un chien et dit que la nourriture est presque prête. Demandez si Lilita veut prouver. Il offre un échantillon et le visage de Lilita illumine de bonheur. Lee est heureuse qu'elle ait aimé et sert la nourriture dans un bol. Lilifa demande si vous pouvez manger et Lee dit que c'est l'ordre d'Elim. Elle remercie Repé et le garçon a exprimé sa faim. Lilith encourage tout le monde à manger et à réviser distribue la nourriture, avertissant d'entrer dans le bol pour prouver. Elia observe et se rend compte que les gens ne mangent pas correctement en raison du manque de nourriture. Ils ont accueilli tous ceux qui ont échappé à la capitale et le règlement n'a pas de structure pour tant de gens. Si cela se poursuit pendant des semaines, ils feront face à un manque de nourriture à coup sûr. Lyre arrive et merci pour la nourriture. Il dit que tout va bien et exprime le désir d'aider. Demande si l'histoire du démon dans l'abîme est réelle. Elle explique que, selon les elfes, c'est un territoire où le démon a déjà vécu. Il dit à d'autres légendes, comme le royaume éthéré interdit, montrant que l'abîme a toujours été considéré comme des terres interdites. Elle révèle que même si les légendes n'existaient pas, aucun elfe ou demi-elfe ne s'approcherait exprès de la forêt. Hélène demande la raison et elle explique qu'une bête démoniaque quitte parfois l'abîme. Il est très puissant et élimine facilement les bêtes démoniaques de la forêt. Il y a eu des tentatives par les équipes d'assujettissement pour y faire face, mais peu ont réussi. Hélène demande ce qui arrive aux bêtes non taises et elle dit qu'elles sont généralement incontrôlées puis retournent à l'abîme. Explique que les bêtes démoniaques sont une catastrophe naturelle pour les habitants de la forêt, qui ne peuvent que prier et attendre qu'ils partent. Eliane se demande pourquoi ils ont choisi de construire une ville dans un endroit aussi dangereux. Mais réalisez bientôt que ce serait fou de ne pas l'être. Après tout, les demi-flashs sont persécutés et n'ont pas d'autre choix que de vivre dans une zone de risque. Il se demande si d'autres races entrent dans l'abîme exprès. Reed révèle que certains humains, appelés aventuriers, le font. Ils vont profondément pour obtenir des matériaux rares attirés par la magie et les éléments précieux des bêtes puissantes qui y vivent. Hélène est intéressée et demande si Dermterwood reçoit de nombreux aventuriers. Léa confirme et dit qu'ils apportent une pièce précieuse. Eliane plaisante que le commerce est essentiel pour la croissance. Et que les dirigeants doivent penser similaire. Il se rend compte qu'il n'a pas d'aventuriers autour. Léa explique que tout le monde a couru vers une ville humaine à la frontière qui a été attaquée par une horde de bêtes démoniaques il y a un mois. Ils se retournent comme ils le peuvent parce que la horde est en colère. Eliane pose des questions sur la ville à la frontière, apprenant que c'est comme le bouclier de l'humanité, séparant le territoire humain et démoniaque. Il soupçonnait déjà quelque chose comme ça, mais c'était nouveau pour lui. Bien que les démons existent dans le jeu, il n'a jamais entendu parler d'un territoire démoniaque spécifique. Voulant mieux comprendre, sa tête commence à faire mal avec tant d'informations. Pendant que tout le monde mange, Hélène est heureuse que tout se passe bien. Voir des enfants et demander à lire s'ils sont de petits loups-garous. Attirer l'attention sur la taille.
Elle confirme qu'ils sont des loups-garous, mais ils sont petits parce qu'ils viennent d'Halfling. Il est surpris par le mélange d'espèces et n'a jamais pensé qu'il trouverait des nains. Il a toujours pensé que les nains n'aimaient pas les elfes et les merveilles si ce dégoût n'atteint pas non plus les métis. Elle explique que les demi-flash ont fondé le pays, mais de nombreuses autres races de mestizos ont aidé à recueillir des ressources pour créer le pays. Explique qu'ils sont faibles et qu'il n'y a personne à soutenir, alors ils s'entraident. A réussi à construire le pays par coopération mutuelle. Eliane sourit et commente qu'elle est un pays extraordinaire. Lisez les réponses que c'est sa fierté et sa joie. Il continue de parler à Leia jusqu'à ce que Revi se termine pour distribuer la nourriture, craignant que les lectures empruntent une lignée en Revi, mais elle ne touche jamais le sujet. Leur conversation passe des aliments préférés aux passe-temps et aux histoires d'enfance, un chat simple mais engageant, malgré des moments difficiles. Elle garde son sourire, montrant son aptitude en tant que souverain. Hélène pense que si elle était dans la même situation, elle ne serait pas si sûre d'agir comme ça. Ils observent pendant que Revi propose de nettoyer. Mais Hélène insiste sur le fait qu'il ne peut pas laisser l'invité faire cela en disant que les enfants veulent jouer avec elle. Hélène ouvre la fenêtre de discussion, craignant que la communication puisse échouer au-delà de l'abîme. Mais il n'y a pas de problème. Les autres ne voient pas la fenêtre, il semble donc qu'ils regardent le ciel. Il envoie un message demandant la situation de leur côté et informe qu'il a déjà pris contact avec les lieux. La révision prend soin de la vaisselle pendant que la lignée sourit à regarder. Soudain, un verre échappe à la main d'Eliane et le bruit effraie tout le monde. Son sourire disparaît et Reed demande ce que c'était. Il est choqué de voir la fenêtre du message avertissant qu'une rébellion a commencé. La scène change au château, où les ennemis combattent l'armée. Un commandant de division apparaît, disant qu'il s'attend à ce que le divertissement arrive devant le commandant suprême. Humour pour partir, il informe tout le monde d'un message urgent d'un ami via un appareil magique, lui demandant d'y aller dès que possible. Il s'excuse humblement et promet de compenser plus tard. De toute urgence, ils reviennent alors qu'Eren envoie un message pour assurer la sécurité de la salle du trône pendant l'absence. Revi s'excuse de l'avoir porté, affirmant que la situation est une urgence. Hélène répond tranquillement, disant qu'ils sauteront les formalités et se concentreront sur le fait de se rendre rapide. Il sait qu'il ne peut pas laisser le trône être pris. Même si la sortie ne détruit rien à l'époque, elle renversera le bonheur du peuple et de la morale, ce qui affecte les capacités de divers rois, comme la fenêtre des fonctions. Perdre le trône serait mortel, et la rébellion dans la capitale peut détruire le royaume si le trône est capturé et que d'autres exigences sont satisfaites, indiquant une révolution réussie. Cela signifie le jeu. Le royaume entrant dans un état détruit et les données du joueur du dirigeant étant complètement supprimées. Hélène est frustrée, peur de la destruction du royaume et se demande si cela mènera à la mort. Il se demande s'il rêve et veut que quelqu'un confirme. La scène revient aux divisions et aux rebelles en difficulté, le commandant de la 5e division s'ennuie de tuer les faibles. Essayez de l'arrêter, mais il dit qu'il n'a aucune chance de gagner et doit apporter à quelqu'un de puissant comme je le révise pour l'arrêter. En arrivant dans la capitale, Eliane demande à Altina si elle peut entendre les sons de la bataille. Elle dit que le château est sûr et que le combat est dans le bazar. Toujours sans arriver au château, il a dit à Revieo d'y aller. Ils entrent et il le dit directement dans la salle du trône. Les soldats le voient et s'ouvrent. Hélène pose des questions sur la situation et crie si quelqu'un a déplacé le trône. Ballon prévient que personne n'a déménagé. Lorsque le combat a commencé, ils ont commencé à défendre le trône immédiatement et à installer une unité spéciale pour cela. Il arrive sur le trône et pose des questions sur les autres commandants. Vouloir savoir qui est le traître. Faites confiance à Ballon parce que s'il était traître, le trône aurait été pris. Fait également confiance à Revi et Altina, mais s'inquiète des autres commandants. Certains semblent trop égoïstes et plaidant pour qu'ils le goûtent. Il y en a un qui est un vrai chaos, ignorant qui est en dessous de lui. Un autre est tout simplement mauvais. Ballon l'informe que le commandant de la 5e division mène les troupes contre les rebelles et a pris le contrôle de la 6e division. Avec les autres commandants qui suivent ses ordres, la nouvelle choque Lian, qui demande qui a commencé la rébellion. Ballon révèle que c'était la faction Ogro, le même groupe qui l'a attaqué avant le parti puis s'est rendu. Pendant la bataille, Camilla affronte Gardy, lui demandant pourquoi il utilise ses forces et causant des dommages inutiles. Il lui dit de se taire, disant que c'est mieux de cette façon, en s'assurant qu'ils ne s'y opposeront jamais. Il laisse échapper un soupir soulagé. Et Ballon demande s'il va bien. Il donne un soulagement, attribuant sa fatigue à être trop inquiet et à serrer le Revi trop fort. Ballon se rend compte qu'elle a une étrange façon de heureuse et demande ce qui se passe.
Il encourage Athan, se demandant pourquoi il penserait qu'elle est enthousiasmée dans cette situation. Elle retourne la question. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis heureux? Hélène dit que les rebelles ont déjà été contrôlés et suggère de vérifier la ville. Il observe les rebelles tomber, ne croyant pas que la faction des ogres était derrière la révolte. Il a essayé de diminuer leur désir de leur rébellion avec un festival, qui a finalement été suspendu, et leur absence alors que King ne faisait qu'aggraver les choses. Étant donné que les ogres ne sont pas très intelligents là-bas, il était presque inévitable de commencer la rébellion. Il est gêné par la scène, le trouvant trop réel et sans code éthique régulant cette brutalité, différente du jeu. Gardy perçoit le roi et avertit qu'il s'occupait des rebelles. Hélène loue son travail. Gardy minimise, disant que c'était de sa faute si elle n'avait pas évité la révolte et accepte toute punition. Hélène le rassure, disant que la punition n'est pas nécessaire et remercie d'avoir protégé la ville. Question sur le chef des rebelles, et Gardy pointe le corps mutilé de l'ogre. Il examine, trouvant la situation difficile, mais reconnaît que c'était ce qu'il voulait. Revit gronde Gardy pour la façon informelle de parler à Hélène. Gardy répond que le roi a autorisé son ton détendu et lui demande pourquoi elle se plaint à nouveau. Elle insiste sur le fait qu'elle a des limites et qu'il doit faire preuve de plus de respect, en particulier devant les soldats. Ne voulant pas discuter, Gardy dit à Hélène qu'il s'occupera d'autre chose. Repé déclare qu'il n'a pas encore pris fin et Lina demande à arrêter le combat avec une voix froide. Hélène ordonne à arrêter la discussion. Soudainement les mouvements ogres sentant que le danger est placé pour protéger Hélien dans Tactique Chronicle. Le roi est le caractère le plus faible, impossible d'esquiver une attaque de mêlée. Sa mort semble certaine lorsque l'ennemi lance une attaque surprise. Eliane, désespérée, demande pourquoi cela se produit. Crie que vous ne voulez pas mourir et demande de l'aide car il fait noir. Les commandants le trouvent allongé sans vie, avec des larmes aux yeux de Repé. Le plus faible, le roi Eliane, a été trahi par le peuple même et a trouvé sa fin. Eliane admet qu'elle a fait un rêve, un demi-membre de la famille. Dans ce document, voyez l'ennemi à l'horizon. Une armée multispécifique d'elfes, nains, démons, Kijins, fées, bêtes démoniaques, slimes, fantômes et dragons. Votre propre armée est rare, seulement 3 pièces restantes, 2 déjà détruites. La seule pièce restante est un loup magnifiquement sculpté, mais sans espoir de victoire. Dans le monde de rêve de Tactique Chronicle, Eliane a cherché la romance, des amis formés. Il a poursuivi les idéaux humiliés, les forts ont sauvé les faibles et ont apporté la paix, envoyé des messages de paix aux voisins comme. À la fin du rêve. C'était checkmate, sans issue. Malgré la force du dernier métier à tisser, ce n'était pas un match pour des milliers d'ennemis. Il était préparé pour cela. Il a détruit des pays, a créé 150 ans d'histoire et a accepté que son moment arriverait. À son arrivée, il était prêt à mourir et à accepter la fin. Mais quand la véritable fin s'est approchée, il ne pouvait pas éviter le cri qu'il ne voulait pas mourir. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Sa réalité miniature ne devrait pas se terminer comme ça, ce devrait être un jeu fantastique amusant. Il leva la tête et vit un pistolet sanglant sur le point d'écraser son crâne. Il a crié et s'est réveillé. En regardant autour de lui, se demande si c'est dans la pièce. J'ai passé en revue le regard, avec Makrika de soulagement pour finalement réveiller. Elena regarde et pense que c'était un rêve. Soudain, il est choqué et se demande ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il est allé sur le champ de bataille où les rebelles se sont battus puis ont été attaqués. Rappelez-vous tout et interroge à quel point il est encore vivant, sur qui il était mort. Il commence à poser des questions sur l'ogre, laissant Revie inquiet. Elle lui demande de se calmer et ne se blâme pas. Il dit qu'il a dormi plus d'une demi-journée. Hélène est choquée, disant que c'est impossible. Il ne se souvient pas de dormir. Donc, si la mémoire est juste, ce n'était pas un rêve. Demandez à Alicie les morts de l'ogre rouge, et elle confirme. Hélène, confuse, se rend compte que le système d'auto-cerveau fonctionne toujours. Dans Tactique Chronicle, la mort du roi ne signifie pas le jeu. Car cela peut renaître avec des limites et des pénalités. Il est mort une fois et a refait surface. Demande à Alice si le trône est sûr et ce qui est arrivé à l'ogre rouge. Il garantit que le trône est sûr. L'équipe d'élite de la 2e division protège la salle du trône et il informe que tous les rebelles ont été éliminés. Revie explique que le chef rebelle avait une compétence unique. Eliane check le statut de la dernière compétence de résistance, qui s'active pour mourir et provoque un coup critique aux ennemis à proximité. L'assujettissement a été un succès et le chef de la 5e division, Gardy, a tué le chef rebelle. Par conséquent, Altina et Repé n'étaient pas préparés, ce qui a conduit Eliane à approcher imprudemment l'ogre avec une capacité spéciale. J'ai revu pour s'agenouiller et m'excuser. Admettant qu'il n'a pas réussi à le protéger et est prêt à accepter toute punition.
Elia la regarde ses cheveux, lui dit de s'approcher. Et elle, les yeux fermés et effrayée, s'approche. Il lui demande de se sentir au lit à côté de lui et elle obéit. Hélène étend sa main et elle ferme les yeux avec peur. Il la caresse gentiment, la rendant choquée. À mesure qu'il se rapproche, son cœur commence à accélérer. Il touche ses cheveux et ses joues qui deviennent rouges. Remarque son odeur douce et ses cheveux d'où son rythme accélère. Et tous les commandants sont vivants et sûrs. Tout ce que vous avez vu était un rêve, mais la réalité actuelle n'est pas un rêve. Hélène demande à Lycile a des problèmes autres que la rébellion d'Ogre. Elle bégaye, essayant de répondre. Eliane la calme, disant qu'elle n'a pas à forcer à parler. Elle se récompense. Demandez des excuses et vous dit qu'il y a des problèmes plus petits. Rien qui menace le royaume. Il pose ensuite des questions sur les autres commandants. Lydie qu'Elina et Gardy s'occupent des divisions et attendent des nouvelles à son sujet. Hélène lui dit de dire à Gardy de continuer à maintenir l'ordre et, en cas de nouvelle rébellion, utiliser son propre procès à moins qu'il ne reçoive des ordres spécifiques. Lorsque Lee demande s'il est sûr, confirme-t-il. Il reconnaît qu'il est décédé à cause de la juridiction de Gardy et souligne que personne ne pouvait prédire la révolte des ogres. Ils ne peuvent donc pas perdre plus de gens. Il envoie également Lina pour réparer les bâtiments et traiter les blessés. Hélène renforce la nécessité d'une meilleure coordination entre les divisions. S'assurer qu'ils s'adaptent aux situations sans désobéir à leurs ordres. Il demande à Lee d'envoyer le ballon pour s'occuper de la sécurité de la salle du trône, alors que les rebelles étaient résolus. Il dit qu'il a faim et promet d'envoyer quelqu'un pour apporter de la nourriture. Il réfléchit sur le jeu de rôle, soulignant l'importance d'agir selon le scénario qu'il a créé. Maintenant qu'il est roi, il ne peut pas parler sans réfléchir. Il révèle son vrai nom, un Sakishikaza, et avoue que vous aimez le jeu de rôle. Il est heureux d'avoir appris les bonnes manières à la table parce qu'il voulait jouer un roi décent. Ensuite, se dispense avec les femmes de chambre, disant qu'elle appelle tout ce dont elle a besoin pendant le thé, commente qu'elle est délicieuse, meilleure que dans le jeu. Cela renforce sa conviction qu'il s'agit de la vraie vie. Au cours des 20 dernières heures, beaucoup de choses inattendues se sont produites, bien que l'esprit dit que c'est impossible, cela commence à accepter la réalité, si c'est vrai. Vous devez apporter une politique pour passer à autre chose. L'objectif est de retourner dans le monde d'origine. Il a passé sa jeunesse à jouer des tactiques Chronicle juste à s'amuser. Vous voulez donc y retourner. Pour ça, vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, mais vous avez peu d'informations pour former des hypothèses. Je me demande quelle est la différence entre ce monde et le jeu. Vous pouvez toujours utiliser diverses fonctionnalités du jeu, taper le menu tactique pour le combat et le support d'informations, le menu de partage de dés, le chat pour parler aux autres et le menu de journal pour enregistrer et les caméras. Le fait que d'autres ne voyaient pas sa fenêtre était également une fonctionnalité de jeu et le partage de données fonctionne normal. Il réfléchit à la résurrection d'unités amies, avec des conditions spécifiques. Ils ne peuvent ressusciter que les résidents du royaume du joueur. Le joueur doit connaître le nom complet du monstre. Seuls les monstres morts au cours des 20 dernières heures peuvent être ressuscités. Et chaque subordonné peut ressusciter 2 fois. En mangeant, il prétend dans la situation. Le royaume est entouré de la forêt dangereuse appelée Abyss et se trouve au milieu de la guerre entre Dernersvo et Noblevo. Il a identifié 2 forces autour du royaume et se demande à quel point ces groupes sont forts par rapport à son pays. Alchimie. Elia ne peut ignorer les problèmes internes car une rébellion s'est déjà produite. Vous devez vous concentrer sur la stabilité interne en plus d'explorer le monde externe. Cela se soucie des conséquences d'une autre rébellion, sachant que tout le monde ne peut ressusciter que quelques fois, y compris lui. Il a un maximum de 6 vies. Il est mort une fois, il y en a 5. Le repas se termine et regarde la ville du palais. Vous devez être sûr de quelque chose et parler à Lee qui posera une question. Elle peut être curieuse, mais il lui dit de répondre comme il le veut. Demandez ce qu'elle pense des êtres faibles. Hélène provoque Lee avec l'exemple de Léafa, qu'elle a trouvé fort. Elle devient un peu confuse, mais clarifie qu'elle a vu Léafa comme fort. Elle devient un peu confuse, mais précise qu'il considérait Léafa comme fort. Il mentionne bientôt qu'il a trouvé la Léafa plus faible par rapport à Léafa. Elle est confiante. Dire qu'il gagnerait n'importe quel duel avec Leia, et que même Léafa elle-même a reconnu cela. Mais Léafa ne s'est pas humiliée ou n'a pas montré d'infériorité, les a traités comme des égaux. En arrivant dans le village, Lisée, bien qu'épuisé. Il a continué à aider les endroits sans égoïsme. Lee explique que malgré la guerre indésirable et la force inférieure écrasante, les résidents ne sont pas tombés dans le désespoir,
en raison du rôle de Léa dans le maintien de leur morale. La force du caractère de Léa et sa capacité à rester fermement sans crainte, même avec un corps faible, ont fait une forte impression sur le révérend Rêve. Elle croit que Léa représente la vraie force pour l'esprit inébranlable. Dans le jeu, les monstres chassent toujours les plus faibles, suivant la loi sur la jungle. Eliane demande à Alice, même si elle est plus forte que de la lire, elle ne suit pas cette loi et la considère comme inférieure. Lee confirme qu'il ne considère pas la lecture comme inférieure. Quand Eliane demande la raison, Lia explique que c'est parce qu'Aléa est citoyenne d'Alexandra. Elle se souvient de ses propres jours de faiblesse quand Elia ne l'a pas abandonnée et l'a aidée à devenir forte. Pour elle, traiter les faibles de la façon dont la nourriture serait sans respect de sa bonté. Elle préfère suivre la loi d'Alexandra qu'il a établie, pas la loi de la jungle. Eliane réfléchit aux rébellions, en comprenant qu'elles peuvent se produire à tout moment. Bien que le récent ait été facile, il sait que si les résidents pensent que le roi est incompétent, une autre rébellion roulera. Si plusieurs commandants se rebellent, le royaume tombe. Il reconnaît que des doutes constants lui rendraient suspect et pourraient détruire le royaume. Il dit qu'il a compris et décide de devenir un grand roi. Ne doutez jamais d'elle. Jure de lui faire confiance ce qui se passe. Et si elle le trahit, ce sera un signe qu'il ne sait pas comment gouverner les monstres. Il ordonne de revoir une réunion avec les commandants en 5 heures, laissant à l'extérieur qui est occupé et avertissant de se rencontrer au trône. Elle accepte, promet de faire de son mieux et part à exécuter. Hélène donne l'état du peuple et voit que leur bonheur est tombé depuis la dernière fois. Il déduit que le stress de la téléportation les affecte et se rend compte qu'il ne peut pas ignorer. La meilleure façon d'augmenter le bonheur est de prendre le facteur de stress, mais il ne peut pas retourner dans le monde d'origine ou récupérer les territoires perdus. Pensez à faire un discours public pour soulager leur stress. Dans le jeu, il était suffisant pour dire des mots-clés et quelques lignes pour que le discours fonctionne, mais il a déjà confirmé que les mots-clés n'ont aucun effet sur ce monde. Si vous demandez si vous pouvez soulager son anxiété avec un discours uniquement, sans dépendre du système. 5 heures plus tard, tous les commandants se réunissent dans le trône. Les commandants des 8 divisions apparaissent avec les attributs affichés devant le roi. Revi, Ballon, Altina, Sully, Gardy, Camilla, Robin et Nogad, commandants de la première 8e division. Respectivement, ils s'agenouillent devant Hélène. Il leur dit d'élever et de louer leurs efforts. Il explique qu'il les a appelés pour évaluer la situation actuelle et discuter des plans futurs. Levez-vous du trône. Il reconnaît qu'ils sont sur un continent inconnu et mentionne que Revi a informé l'elfe et les demi-alés qui habitent la Terre. Il dit qu'ils ont recueilli des informations sur leur histoire, totalement inconnues de lui. Explique qu'il a vérifié le système, mais n'a pas trouvé d'informations standards. La carte n'a montré aucune terre reconnaissable, confirmant que ce continent est totalement différent de la sienne. Les commandants sont confus et ils demandent s'il a des questions. Revi pose des questions sur la fenêtre et explique que c'est comme une image fantôme visible juste pour lui, et la carte est fonction d'elle. Il l'a utilisée pour collecter des informations géospatiales étendues. Les commandants sont impressionnés et Hélène se demande s'ils connaissent la capacité du roi. Il pense qu'il serait bon de savoir, car cela diminuerait les chances de rébellion. Hélène dit qu'ils ont reçu les informations du dernier VOD, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne savent pas s'il n'y a que 2 nations autour ou s'il y a d'autres pays qui peuvent rivaliser avec eux. Ils ne connaissent rien de tout cela. Eliane dit qu'il s'agit d'une situation d'urgence et a besoin de plus d'informations pour définir une politique à long terme concernant leur position. Question directement à Ballon sur l'état de l'ordre public. Ballon rapporte que les citoyens ont paniqué au début de la rébellion, mais se sont calmés pour apprendre que le problème a été résolu. Cela montre une inquiétude concernant le stress qui persiste dans la population. Bien que l'armée ait contrôlé les menaces, les circonstances uniques provoquent une forte anxiété. Il suggère que, à moins qu'il n'annonce une solution claire, le stress ne fera que croître. Hélène reconnaît que les monstres suivent naturellement la force et que, même s'ils sont citoyens, leur nature n'a pas changé. Mais la situation actuelle n'est pas résolue avec la puissance, ce qui provoque un stress. Ballon souligne un autre problème. L'arrivée de nombreuses personnes dans la capitale pour le festival a laissé de nombreux sans-abri. Les maisons sont bondées et le camp de l'armée est au-dessus de leur capacité. Conscient de la gravité, Elim parle à Gardy, le louant pour avoir réprimé les rebelles. Mais il répond qu'il doit être puni pour avoir autorisé la mort d'Eli. La punition? Gardy et leur division devront travailler sous le commandement de la 7e division pour construire des maisons et des abris temporaires pour les sans-abri. En ce qui concerne la sécurité, Gardy devrait signaler le Ballon. Hélène souligne qu'il doit suivre les ordres de Ballon dans le cadre de la punition.
Gardy est étonné et Hélène se demande si la punition était trop grave. Bien qu'il sache que Gardy n'aurait pas pu éviter sa mort, il reconnaît que c'était un accident. Vous devez affirmer votre autorité en tant que roi. Confusé avec l'hésitation de Gardy, Eliane demande des explications. Gardy, non découragé, mais surpris. Demandez si la punition est adéquate. Eliane, choqué, le rassure et Gardy s'excuse, acceptant la punition. Il envoie ensuite Lee et Elina pour terminer les missions actuelles, promettant de résoudre les sanctions plus tard. Informe qu'elle visitera à nouveau Dernersvo et qu'ils continueront comme leur garde du corps. Revi essaie de parler, mais Hélène l'interrompt, affirmant que Dernersvo est la principale source d'informations. Cela suggère que si vous voulez plus de données, ceux qui ont visité avant font la tâche. Demandez si c'est mal. Ensuite, cela guide Camilla qu'elle l'accompagne. Camilla. Il explique que sa fonction ne sera pas pour le protéger, mais collecter des informations des résidents. En utilisant sa spécialité. Il dit qu'il compte sur elle parce qu'il est le plus fiable dans ce domaine. Si vous deviez lui donner un surnom, ce serait les oreilles d'Alexandra et que vous avez de grandes attentes. Notez les expressions des autres commandants. Réalisant qu'ils veulent dire quelque chose, Camilla dégage l'arrogance. Après avoir réfléchi rapidement, il décide de prendre le contrôle. J'ai complimenté pour un travail acharné en tant qu'homme en main droit et lui donne le titre des yeux d'Alexandra, confiant qu'il regarde tous ses pas. Puis il va à Ballon et l'appelle les griffes d'Alexandra, reconnaissant les compétences avec les armes et se souvenant qu'il doit être préparé pour les surprises que l'avenir apporte. Alina le surnom d'Alexandra Mann pour le rôle fondamental dans l'administration interne et l'expansion de l'influence. Sully est la langue d'Alexandra, pour la capacité de magie et de divers arts. Gardy reçoit le titre des bras d'Alexandra par la force physique exceptionnelle. Robin et les pieds d'Alexandra pour les contributions aux outils technologiques pour soutenir le royaume. Nogar tourne les ailes d'Alexandra.